D'accord. Merci pour l'invitation. Très content d'être là. Et LinkedIn, c'est un truc qui me fait vachement réfléchir parce que c'est un peu le Fortnite des hommes blancs de plus de 40 ans. Je sais pas si vous avez remarqué. C'est euh, c'est un jeu vidéo où des mecs de plus de 40 ans que tu connais pas te demandent en ami. Tu sais pas pourquoi. Et je pense que le jeu, c'est qu'ils ont un compteur du nombre de connexions et ils essayent d'en avoir le plus possible. Ça doit être ça, en fait, c'est le succès de LinkedIn. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Oussama. Je dirige une entreprise qui s'appelle The Family. Qui connaît The Family dans la salle? D'accord. Alors, pour tous ceux qui vivent dans un patelin de haute montagne, The Family, c'est une société d'investissement. On a une mission très simple, c'est d'aider les startups à grossir le plus vite possible, le plus fort possible, le plus longtemps possible. Cette mission nous a amené à développer plein d'activités. On s'est rendu compte qu'en fait, il suffisait pas simplement d'investir dans les startups, mais que l'environnement était tellement compliqué qu'il fallait essayer de résoudre tous les problèmes les uns après les autres. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, à The Family, on a une mission simple, mais une activité complexe. On est capable de faire des événements pour éduquer les gens, d'offrir des services pour accélérer les startups, d'organiser leur financement et de faire à peu près tout ce qu'il y a besoin de faire. Souvent, je fais la blague en disant l'école a été standardisée pour traiter tous les enfants de la même façon. Puis Montessori est venu en disant qu'il fallait personnaliser l'éducation à chaque enfant. Bah, The Family, c'est un peu la Montessori des startups. On essaye vraiment de se poser la question. Et alors, dans ce schéma-là, on se pose plein de questions. Alors, on parle beaucoup sur Twitter, parce qu'en fait, on a beaucoup de temps libre. Euh, et en fait, il y a la question des vanités métriques, moi, qui me gonfle un peu, parce qu'en France, on a toujours un rapport très sérieux aux choses. Alors, évidemment, je veux dire, il n'y a pas de sujet, hein. Si vous êtes une entreprise et que vous basez votre développement sur des vanity métriques, ça va pas marcher. Vous n'avez pas besoin d'être le là-au-dessus de la startup pour voir cette vérité, c'est assez évident. Mais ce qui est gênant, c'est de ne pas comprendre quand quelque chose est stratégique et utile. La vanité, ça existe, que vous le vouliez ou non. Vous êtes sans doute victime de la vanité plusieurs fois dans votre vie, même si vous êtes incroyablement serein, réfléchi, incroyablement discipliné. Il y a un moment ou un autre où vous allez tomber dans le piège d'être un peu vaniteux. Et si ça vous arrive à vous, bah, ça arrive aussi aux autres. Donc quand vous réfléchissez et que vous avez une start-up, vous comprenez, ou une entreprise, en général, vous comprenez que vous passez votre temps à être observé. Or, il y a quelque chose de très amusant, c'est de toujours faire des choses contradictoires. La plupart des vérités intéressantes, elles sont contradictoires. C'est des choses qui tendent des deux côtés. C'est-à-dire que, évidemment qu'en interne, il ne faut jamais suivre ces vanités métriques, et évidemment qu'en externe, il ne faut exprimer que ces vanités métriques. Et c'est cette tension entre les deux, oui. Ah, je croyais que c'était le thème de la conférence, pardon. D'accord. Une vanity métrique, c'est une métrique qui représente votre business de façon vaniteuse et qui ne donne pas d'indication réelle sur l'état du business, mais qui permet d'exprimer un certain succès. Par exemple, on va prendre un exemple très simple. Si vous avez un réseau social, votre métrique réelle, c'est l'engagement, puisque un réseau social ne vit que par les gens qui reviennent tous les jours ou toutes les semaines. D'accord? Donc ça, c'est la vraie métrique. Le nombre d'utilisateurs actifs, c'est votre métrique de non-vanité. Par contre, la vanity métrique, c'est combien d'inscrits. Pourquoi? Parce que le nombre d'inscrits, forcément, en cumulé, ça monte. Et donc, quel que soit le rythme à laquelle votre réseau social avance, c'est une métrique impressionnante. L'erreur à ne pas faire quand on a un réseau social, c'est de suivre le nombre d'inscrits et de ne pas se rendre compte que tous les 6 mois, on perd tous les gens qui sont inscrits. Et que donc, en fait, se cumuler ne veut pas dire grand-chose, parce que les gens se sont inscrits, mais ne l'ont pas utilisé. Et donc, les vanity métriques, c'est un outil au service du benchmark concurrentiel. Quand vous parlez dans la presse, quand vous parlez à vos concurrents, quand vous parlez à des gens qui ne vous connaissent pas, des gens qui ne sont pas intimes, à tout l'extérieur, il ne faut jamais révéler ces métriques internes. Il faut toujours révéler ces vanity métriques. Par exemple, au début de The Family, il y avait une métrique qui m'amusait beaucoup. C'était le nombre de candidats à The Family. C'est le nombre de dossiers de start-up qu'on reçoit. On communiquait tout le temps dessus, parce que c'est un chiffre qui impressionne beaucoup. On dit oui, on reçoit 2000 dossiers par semaine. Alors, les gens étaient terrorisés, mon Dieu, mais 2000 dossiers par semaine, mais comment sont-ils des surhumains? Alors en fait, la vérité, c'est que sur les 2000, il y a au moins 1500 tarés. Au moins. Parce que forcément, quand vous êtes célèbre sur YouTube, bah, vous attirez tous les tarés du monde, hein. Enfin, ça,
Donc le nombre de voitures volantes, d'énergie infinie, on ne compte plus le nombre de types qui nous expliquent qu'il y a un complot et que l'industrie du pétrole le recherche pour le tuer, mais que vraiment il voudrait venir à The Family pour faire son idée. Donc en fait, ça, vous les filtrez, et en fait, de projets réels, vous en avez à peu près 500, et en fait, sur les 500, vous en éliminez au moins 400 sur la première ligne, et ensuite, il y en a 100 avec qui vous parlez vraiment. Mais si vous dites, voilà, il y a 100 startups par mois qui apply, ouais, les gens se disent, bon, 100 startups par mois, c'est pas très impressionnant. 2000, ça en jette. Et pourquoi c'est amusant? Parce qu'en fait, tout le monde dans ce marché se gargarise de ça. Pourquoi on a commencé à communiquer sur les vanity metrics? Parce qu'on s'est rendu compte que tout ce qui était à peu près nos concurrents quand on a démarré ne passaient leur temps que se gargariser là-dessus. Parce que quand vous êtes un profane dans le milieu des startups, vous pensez que la quantité. Et donc, ça ne sert à rien d'éduquer le marché. Une erreur de débutant, souvent en com, c'est de penser avoir la vérité et mieux comprendre les choses que les autres et vouloir changer la vie des gens. Alors évidemment, c'est là où vous avez besoin d'une discipline. En interne, si j'avais un type dans mon équipe qui s'était gargarisé du fait qu'on ait 2000 applies par mois, il aurait eu un problème. Parce que là, ça veut dire qu'il ne comprend pas quel est notre business. Notre business, c'est d'avoir 3 ou 4 pépites par mois extraordinaires avec lesquelles on passe du temps. Et notre vraie métrique, c'est combien on a de startups qui lèvent une série A tous les ans. C'est ça notre vraie métrique. The Family a de l'intérêt que si quelqu'un rentre dans The Family et lève un tour de table qu'il n'aurait pas levé sans nous, sinon on ne sert à rien. Mais qu'est-ce que vous voulez aller expliquer ça dehors? Vous croyez vraiment que je vais aller sur Twitter? Alors voilà, notre graduation rate l'année dernière dans la cohorte des séries A était de 74%. Donc vraiment, on est plutôt content, on aurait pu faire mieux, mais on va travailler dur pour faire mieux cette année. Aucun sens. 2000 applies par mois, boum, c'est un chiffre, tout le monde comprend, tout le monde peut le communiquer, etc. Et en fait, la vanité, c'est à peu près comme tous les défauts capitaux, c'est utile dans le business. Un des trucs que je reproche trop souvent aux entrepreneurs, et pour le coup, qui est très européen, c'est de ne pas avoir le vice. Les Français, un peu moins les Anglais quand même, les Allemands, alors les Allemands c'est angoissant en fait de travailler en Allemagne. On a un bureau à Berlin, moi j'angoisse à chaque fois que j'y vais. En fait, les gens sont plus intéressés dans ces pays-là, quand ils font une entreprise, à avoir raison plutôt que gagner. C'est extrêmement gênant. C'est extrêmement gênant parce que d'abord, c'est très discutable d'avoir raison. C'est des débats sans fin, c'est pas des choses très utiles et c'est pas objectivable. Je veux dire, si on commence à discuter du critère du vrai en business et de chercher des éléments d'impact complexes, c'est des conversations très inintéressantes. Regardez combien on fait de chiffre d'affaires, regardez combien on fait d'argent, ça simplifie tout. Vous faites de l'argent, ça veut dire que vous avez raison. Vous en faites pas, ça veut dire que vous avez tort. Et d'un seul coup, ça rend la gestion d'une boîte incroyablement plus intéressante. Mais il y a un moment, quand vous êtes dans un système complexe, avec plein d'acteurs, avec plein de gens qui interagissent, et plein de gens qui vous observent, vous avez besoin de comprendre quel est leur vice. Qu'est-ce qui les motive, qui ne vous diront jamais. Et le problème, très courant chez les product managers d'ailleurs, comme il y a une room full of product managers, je peux vous le dire, c'est que les gens ont tendance à croire que ce que les gens disent est vrai. C'est une erreur de grand débutant. Alors, on a un slogan à The Family, c'est « Everybody lie, nobody care », qui est la réalité profonde de tous les utilisateurs. Si vous êtes un product manager avec un peu d'expérience et que vous avez fait des releases de produits, vous découvrirez cette réalité infecte. Tout le monde s'en fout. Mais vraiment, c'est pour que quelqu'un s'intéresse à quelque chose, il faut un alignement d'étoiles qui est quasi miraculeux. Et donc, demander aux gens, c'est souvent la porte préférée pour prendre la fenêtre. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous parlez aux gens, il se passe 2 phénomènes. Phénomène numéro 1, c'est que personne n'est éduqué à dire la vérité spontanément. Pourquoi? Parce que ça s'appelle être malpoli et rude. Si quelqu'un vient vous voir et vous dit, voilà, qu'est-ce que tu penses de mon produit? Et que le type regarde et fait, c'est de la merde. Bah là, vous vous dites, ok, ce type n'est pas intéressant. Pourtant, réellement, au fond de nous, si on pouvait parler à notre moi profond, c'est ce qu'on dirait sur 99,9% des choses qu'on nous présente. Ça simplifierait les choses. Mais comme quand on était petit, on nous a expliqué qu'il fallait être gentil avec les gens, qu'il fallait être poli, qui sont des bonnes choses d'ailleurs, ce n'est absolument pas une critique de l'éducation, hein. Dieu merci qu'on est élevé comme ça. La dernière fois, je racontais ça à quelqu'un. Il me dit, ouais, moi, mon enfant, je lui ai... Oula, non, non, non.
Non, non, c'est pas grave. On peut avoir une identité professionnelle différente de son identité personnelle. Moi, quand je vais manger chez des gens et qu'on me demande comment était le repas, je dis toujours que c'est génial. Enfin, c'est pas. Quand on me montre une photo d'un bébé, je dis qu'il est mignon. Enfin, c'est dans quel monde les gens veulent vivre. Mais pour en revenir à cette histoire, c'est qu'il faut comprendre, au-delà de ce que les gens disent, ce que les gens font. Par exemple, il y a 2 ans, j'ai eu la chance de dîner avec le CEO de Netflix, qui m'a raconté cette histoire qui m'a traumatisé. C'est qu'il m'a dit que Netflix avait un problème de product management classique qui était celui de la recommandation. Donc le problème de Netflix Business, il est simple. Si vous vous connectez à Netflix et que vous ne pouvez pas décider immédiatement quel film vous allez voir, eh ben vous avez tendance à vous ennuyer, à pas trouver et à churner. Puisque la seule façon de ne pas churn sur Netflix, de ne pas quitter le service et de se désabonner, c'est d'aller souvent et d'avoir plaisir à regarder des choses. Il existe chez Netflix une relation organique entre l'usage et l'argent. Plus les gens utilisent le produit, moins ils ont de chances de churner. Moins ils ont de chances de churner, plus Netflix peut dépenser en coûts d'acquisition. Plus Netflix peut dépenser en coûts d'acquisition, plus ils peuvent avoir de gens, et vous avez cette boucle hyper positive. Donc l'obsession business chez Netflix, c'est le churn. C'est vraiment, il n'y a rien de plus obsessif chez eux. Alors, problème d'ingénieur. Vous êtes un ingénieur, vous voulez régler le problème du churn. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites, bah, c'est très simple, on va demander aux gens les films qu'ils aiment. Et based on that, we will recommend movies. Alors, ils ont commencé à demander aux gens de dire quels films ils aimaient et quels films ils n'aimaient pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les gens ont répondu aux questions, parce que quand on demande quelque chose à quelqu'un, eh ben, il répond. C'est un truc, c'est une catastrophe. Personne vous dit, oui, bon, je sais pas trop, tu sais, moi, les films, je sais pas trop juger. Et résultat, tout le monde a commencé à donner son avis sur les films, et Netflix a commencé à recommander des films fondés sur ses avis. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 2 ans, le churn a explosé. Et plus Netflix rendait l'algo efficace, et plus le churn montait. Alors comme ils sont très ingénieurs chez Netflix, et qu'en général, les ingénieurs ont un peu de mal avec la nature humaine, il a fallu 2 ans pour qu'un mec se dise, mais vous savez, si ça se trouve, les gens mentent. What? Les gens mentent? Ben, si ça se trouve, quand on vous montre un film, vous dites pas vraiment si vous allez le regarder ou pas. Vous dites plutôt ce que vous pensez être l'avis social que vous devez avoir par rapport à ce film. Par exemple, les Français sont le peuple au monde qui regarde le moins de films d'art et d'essai. C'est un fact. Et pourtant, c'est le pays au monde qui déclare le plus aimer les films d'art et d'essai. Et donc le CNC, quand ils font des études de marché, qu'est-ce qu'ils produisent? De l'art et d'essai. Et ensuite, personne n'y va. Eux, ça fait 15 ans qu'ils sont dans la boucle. Netflix, ils ont des enjeux business un peu plus durs, donc 2 ans. Et il y a un mec qui se dit, tiens, on va faire un diff tout bête. On va regarder dans le groupe des gens qui ne churnent pas la différence entre ce qu'ils déclarent et ce qu'ils regardent. Donc, ils déclarent aimer les petits mouchoirs, mais ils viennent de regarder 3 fois Die Hard 3, qui est quand même un film hautement culturel, très mal jugé. Bruce Willis, c'est quand même... il en jette, quoi, je suis désolé. Et donc, quand vous demandez aux gens s'ils aiment Die Hard, ils vont se dire non, je vais pas mettre, je vais laisser une trace. Il y a une espèce de truc inconscient, on se dit, il faudrait quand même pas que les gens savent que je regarde Die Hard. Alors que ce film, je crois que j'ai vu dans Télérama, ça a l'air d'être incroyable. Et Netflix a remarqué qu'il y avait une corrélation inverse, fascinante, entre les films qui avaient des super notes déclaratives et les films regardés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Netflix a arrêté de demander aux gens ce qu'ils en pensaient. Ils ont enlevé leur système de 5 étoiles qu'ils ont remplacé par pouce haut, pouce bas. Et maintenant, ce pouce haut et ce pouce bas n'a aucun impact sur les recommandations. Aucun. Ils regardent ce que vous regardez, ils vous donnent plus de ce que vous regardez, ils vous mettent dans une bulle et ils vous entretiennent dedans. Le churn de Netflix s'est écroulé. Alors, plein de débats philosophiques pourraient susciter ça. Genre, est-ce que vraiment c'est sain de mettre les gens dans une bulle, etc. Ouais. À la fin, Netflix produisent une très longue tail de shows, produisent plus de shows que n'importe qui. Si vous avez envie d'avoir une expérience intellectuelle de Netflix, vous pouvez. Si vous avez envie de ne pas en avoir une, vous ne pouvez pas. Et il y a un moment, quand vous êtes un chef d'entreprise ou un responsable ou un product management, vous devez être neutre dans un truc qu'en philo on appelle la conception substantielle du bien. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas juger vos utilisateurs. Vous devez offrir des choses le plus neutres possible et être sûr de comprendre ce qu'ils ne vous disent pas et de comprendre profondément
leurs intentions. Et c'est pour ça que comprendre d'abord les vanity metrics et qu'est-ce qui drive la vanité, c'est aussi important que de comprendre les vraies métriques. Quand vous êtes un chef d'entreprise, un product manager, il faut maîtriser toute la chaîne de palette. Ce qui est important et ce qui est futile. Parce que ce qui est futile peut comporter plus d'importance que ce qui a l'air important. Merci beaucoup. Alors normalement, j'ai gardé du temps pour les questions parce que je trouve ça sympa que ce soit interactif. Donc, je ne sais pas s'il y a des micros pour les gens dans la salle. Il y a des micros pour les gens. Wow, c'est incroyable. Quelle organisation. Vous imaginez si vous m'avez contacté avant que par LinkedIn, franchement, toute cette valeur perdue. Allons-y. Hop. Bon, en tout cas, merci pour le talk. Je pense que c'est très intéressant. Moi, justement, je ne suis pas en product, moi, je suis en UX. Donc, justement, parler aux utilisateurs, on fait ça à longueur de temps. Et ce que tu dis, je trouve ça très vrai. Et j'aimerais alors, de ce que tu as appris des vanity metrics de parler aux utilisateurs, c'est quoi un peu ton avis dessus Oui, l'UX, c'est un sujet intéressant parce que l'UX, c'est quand même le domaine où on peut plus observer qu'écouter. Et d'ailleurs, nous, quand on forme des gens en UX dans notre portefeuille, on leur dit toujours qu'il faut parler aux gens. C'est simplement une excuse pour les observer, en fait. Il faut apprendre à ne pas les écouter. Et c'est dur, hein, en fait. C'est très dur de ne pas être influencé par ce que les gens vous disent. Mais en fait, une bonne UX, c'est une conviction. On nous explique toujours que l'UX, c'est un truc. Non, un utilisateur, ça s'éduque. Les meilleurs UX sont des UX qui sont des statements. Vous dites à un type, ça sera comme ça, et je vais t'apprendre à ce que ce soit comme ça. Et ensuite, les gens apprennent d'une certaine façon. Si vous voulez un exemple tout bête de ça, c'est la raison pour laquelle c'est très simple de passer à un Mac, mais c'est très dur de revenir sur Windows. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce phénomène dans votre vie. Et pourquoi ? C'est parce que c'est pas parce que Apple est intuitif. Apple n'est pas intuitif. Et par définition, aucune UX est intuitive. Et d'ailleurs, vous voulez une preuve de ça, qu'aucune UX est intuitive ? Prenez un enfant dans votre entourage. Les enfants sont extraordinaires pour faire des expériences dessus. Et vous leur filez un objet technologique qui a plus de 10 ans. Genre un téléphone à cadran. D'accord ? Vous leur dites, vas-y, téléphone, je te regarde. Et vous allez voir qu'en fait, enfant et mamie, même combat. Parce qu'on se fout toujours de la gueule des vieux en mode, le vieux, il clique, il comprend pas, ils sont vraiment vieux. Non, essayez sur un jeune, c'est très drôle. Et c'est beaucoup plus drôle parce que les jeunes, en plus, forcément, quand vous êtes jeune, vous êtes un peu plus arrogant qu'avec l'âge. C'est un des effets de l'âge, normalement, c'est de réduire votre niveau d'arrogance. Et donc, ils vous expliquent, ouais, c'est nul ce truc. Et leur réaction d'être complètement handicapé face à une interface très simple, quoi. Et moi, je joue souvent à ce jeu-là avec mes neveux et nièces. C'est à mourir de rire comme jeu. Et il y a même une chaîne YouTube, si vous voulez pas vous faire chier avec des vrais enfants. Ça s'appelle Kids. Ça s'appelle Kids React. C'est sur YouTube. Je sais pas, vous connaissez cette chaîne Kids React ? En fait, ils passent leur temps à faire réagir des enfants à des trucs. Et en fait, vous vous rendez compte de 3 choses. C'est que les enfants sont incroyablement fermés d'esprit. Incroyablement fermés d'esprit. Vous faites manger un truc bizarre à un enfant, il vous dit ouais, quoi, c'est. Ça va, t'as 50, tu devrais pas déjà être blasé en fait. Et en fait, l'ouverture d'esprit, la curiosité, c'est des choses qui s'enseignent en fait. C'est ce mythe de l'enfant découvreur, explorateur qui n'a aucune peur. C'est Dora l'exploratrice. Hein. Enfin, ça n'existe pas dans la vraie vie. La deuxième chose, c'est que vous vous rendez compte qu'en fait, si vous ne leur enseignez pas, ils ne comprennent pas. Et la troisième chose, c'est que ce qui a été enseigné devient naturel. Et c'est ça en fait tout l'enjeu. Tout l'enjeu, c'est d'être suffisamment dominateur avec un utilisateur pour l'onboarder dans une interface qui est propriétaire et qui a l'air d'être naturelle. Et je trouve que par exemple, un cas d'école incroyable, c'est Snapchat. N'importe qui de plus de 20 ans qui ouvre Snapchat souffre. C'est vraiment, il y a une sorte de souffrance, de rejet. On se dit, mais attends, pourquoi pour revenir en arrière, il faut appuyer en avant ? Mais en fait, c'est logique, puisqu'en fait, c'est pas vraiment en arrière qu'on revient, c'est on va à la prochaine étape. Et évidemment qu'en fait, si vous avez été éduqué dans un flux, vous passez. En fait, on sous-estime le pouvoir des paradigmes des utilisateurs. C'est-à-dire que la fragmentation, vous savez, un paradigme, c'est un ensemble d'hypothèses qu'on a en tête, cachées, et qui structurent notre façon de voir le monde. Par exemple, le paradigme le plus clair qu'on connaisse tous, c'est la mode. Si vous regardez une photo de vous d'il y a 15 ans, vous vous demanderez toujours pourquoi on m'a laissé sortir dans la rue comme ça. C'est bizarre comme phénomène. Pourquoi on ressent tous ça ? C'est parce qu'en fait, on ne se coordonne pas et on ne réfléchit jamais à la façon dont on s'habille. Si vous regardez le portrait de Louis XVI, par exemple, ou Louis XIV,
Louis XIV, à la fin de sa vie, il y a ce très beau portrait de lui là, dans la salle des glaces à Versailles. Il est quand même en collant, avec des talons et une perruque. Non, non, mais c'est le roi de France, hein. C'est pas Jojo le Travelot, quoi. Enfin, donc qu'est-ce qui s'est passé pour que le roi de France soit habillé comme ça et que 200 ans après, on trouve ça bizarre? C'est pas beaucoup, 200 ans ou 300 ans. C'est pas des périodes de temps. C'est pas si on vous dit, oui, il y a 40 000 ans, les gens s'habillaient comme ça. Ah bon, d'accord, ok. Ouais, 40 000 ans. Non, 300 ans. Ça veut dire c'est 7 arrière-grands-pères, quoi. C'est pas le bout du monde. Et donc, si ça évolue super vite, ça montre aussi, en fait, que chaque nouvelle app, chaque opportunité est une façon de créer un groupe, un paradigme propriétaire. Et c'est ces fragmentations-là qui créent de la valeur. Parce que vous créez des cultures, vous créez des groupes, vous créez des appartenances. Et c'est toujours pour ça que ces apps-là, par exemple, quand Snapchat a fait son revamp du X, c'est hyper courageux parce que c'est des passages de Rubicon. C'est de dire, bon, maintenant je possède ce groupe de gens, je pense qu'ils m'aiment assez pour me suivre. Il y a ce groupe de gens, ils comprennent rien. Bon, eh ben on va essayer de faire un bridge et on va espérer pas perdre trop de gens. Et donc les gens hurlent, disent c'est fini, j'utiliserai plus Snapchat, machin. Puis en fait, ils continuent, ils avancent. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à ne pas écouter les gens, mais observer les gens. Par exemple, Instagram, quand les gens ont hurlé sur leur release, ils sont revenus en arrière, non pas parce que les gens hurlaient, les gens hurlent toujours, c'est une base. Dès que vous changez un truc, il y a des gens pas contents. C'est un peu le truc le plus universel que le monde a. C'est très français et c'est très universel en fait. On croit que les Français on râle, mais en fait non, on l'exprime juste un peu plus qu'ailleurs, c'est tout. C'est un degré... et on le fait un peu plus publiquement. Ailleurs, ils le font très très bien en privé, quoi. Mais Instagram n'est pas revenu en arrière parce que les gens hurlaient. Instagram est revenu en arrière parce que l'engagement s'est écroulé. C'est très différent. Et donc c'est pour ça qu'en fait, il faut avoir des espèces d'approches très radicales pour découvrir la data. Et on sous-estime l'importance de la radicalité dans un product statement. Plus vous êtes radical dans un product statement, plus vous avez de chances de voir si c'est vrai, si vous êtes dans le vrai ou le faux. C'est assez bête à comprendre, mais si vous dites quelque chose de subtil à quelqu'un, par exemple, vous lui dites, je sais pas, il est probable que tel élément ait une influence sur tel élément parce qu'on a observé que tel élément avait une influence sur tel élément. Vous voyez, ce type de raisonnement, qui est un raisonnement réfléchi, subtil, suscite rarement l'horreur de discussion. Parce que les gens vont dire, ah oui, peut-être, mais attends, peut-être un contre-exemple, machin. Alors que si vous dites un statement de type, tous les A sont des B, bah non, ou bah oui. Et en fait, plus vous faites un statement idiot, caricatural, radical, et plus la réaction est immédiate. Or, qu'est-ce qui se passe quand vous avez une réaction immédiate? Eh bien, vous pouvez tout de suite voir si vous êtes dans le vrai ou dans le faux, au sens usage du terme. Et donc, si vous faites ça sur un product, ça va beaucoup plus vite qu'essayer de faire des petites itérations, des petits machins, etc. Parce que si les gens hurlent, c'est que vous êtes dans le bon. Ça veut dire qu'en fait, quelque part, c'est important. Et si c'est important, vous trouverez bien une solution. Alors que le pire, c'est l'indifférence. Je veux dire, tous les gens qui ont lancé un produit savent que le vrai drame, c'est pas d'avoir des utilisateurs mécontents. C'est un luxe incroyable d'avoir des utilisateurs mécontents. C'est l'élite du product development. 99% d'entre nous, on passe notre temps à avoir des gens indifférents, apocalyptiques. On lance un truc, les mecs, ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, je connais un mec au Sri Lanka, ça pourrait l'intéresser, je vais lui en parler. Vous savez, le fameux coup du c'est pas pour moi, mais je vois bien qui ça peut intéresser. Vous faites le tir de 7 milliards d'êtres humains qui vous disent tous un par un, non, c'est pas pour moi, mais tu devrais demander à machin. Et vous revenez à vous-même, en fait. Et vous dites merde. En fait, c'est pas pour ça. Donc, faut pas avoir peur de la confrontation. Question? Non. Non, pas question. Mais il est tôt. On a dit jusqu'à 30. Attention. C'est de la censure, monsieur. Non. Attendez, une réponse de 5 minutes. Merci. Bah 14 minutes, tu m'as dit midi 30. Là, moi, je suis un timer. Hein, Moi, je m'interroge en admettant que, enfin, en partant du principe que les IA demain vont nous apporter des métriques qui nous permettent de mieux nous connaître et devenir meilleurs. Est-ce que les boîtes vont continuer
à utiliser des vanity metrics ou est-ce qu'elles vont apporter plus de vérité et donc on aura moins de fake news? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, je refuse les raisonnements prospectifs. Je trouve que... D'abord, j'ai pas envie de finir comme Jacques Attali, donc c'est un truc, ça me fait très très peur, très très peur. Des fois, je fais des cauchemars, je me dis, on m'écrit dans la presse le nouveau Jacques Attali. Donc l'IA, ça n'existe pas, et tant que on ne montrera pas que ça existe, je m'en fous. Et franchement, je peux vous le dire à toutes les grandes boîtes là dans la pièce, arrêtez de tomber dans les putains de trip marketing. L'IA, ça n'existe pas, point. Je sais pas, y a pas que le deep learning ce soit une réalité, que la big data, on peut faire des trucs incroyables. Mais un truc qui décide, qui prend des décisions, qui nous sauve, etc., ça n'existe pas, point. Donc comme ça n'existe pas, c'est peu probable que ça existe un jour. Ça, c'est une règle, mais c'est une règle en science simple. Ça s'appelle le rasoir d'Occam. Le rasoir d'Occam dit qu'entre deux statements, le plus probable est sans doute le plus simple. La probabilité qu'on invente une machine... Les gens ne se rendent pas compte de ce que ça veut dire. Juste, on va jouer à un jeu. Par exemple, moi j'ai la chance d'appartenir à un petit groupe, là, à la communauté européenne, dans lequel il y a le fondateur de DeepMind. Le fondateur de DeepMind, il dit quoi? Il dit, il y a un truc que personne... Pourtant, on essaie de l'expliquer aux journalistes, machin, mais personne ne veut reprendre ce message. C'est que le plus gros problème de l'IA, c'est l'efficience énergétique. Alors un truc que vous n'avez peut-être pas conscience, mais vous avez un cerveau qui est capable d'une computation délirante, et ce cerveau fonctionne en 12 volts. Là, ce que vous avez entre les deux oreilles est capable de calculs qu'aucune machine dans le monde est capable. Il faut savoir que le cerveau humain aujourd'hui est l'ordinateur le plus puissant du monde, par exemple celui qui a gagné à AlphaGo, là, qui est un des ordinateurs les plus puissants du monde, c'est le cerveau d'un chien à peu près. D'accord, donc l'humain est très loin. C'est pas une courbe comme ça, en fait, c'est plutôt une courbe comme ça. Et la deuxième chose, c'est que AlphaGo, la partie de Go dont on a tous parlé comme une avancée de l'IA extraordinaire, c'est une partie à 5 millions de dollars en électricité. Économiquement, l'IA, ça ne marche pas. Si vous voulez mettre la puissance d'un AlphaGo pour résoudre un problème business, genre votre interface UX, ça ne rentre pas en budget, en fait. Hein. Vous pouvez tous être détente dans la salle. D'ici que votre métier soit remplacé par l'IA, il va falloir faire une avancée technologique qui n'a rien à voir avec l'IA, qui a à voir avec la puissance computationnelle et l'électricité. Or, dans l'électricité, on n'a pas la moindre idée de comment la stocker et comment changer le paradigme. Je veux dire, il n'y a pas un type sur Terre qui se dit « Tiens, j'ai une idée pour produire plus d'énergie gratuite, infinie, illimitée. » S'il y a un mec à ça dans la salle, il me... Hein, call me. On va faire plein de pognon. C'est un truc... c'est la start-up de l'année. Vraiment... Comment? Si, bah, c'est le problème, ouais. C'est pour dire. Et la deuxième problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, 100% des techniques d'IA sont des techniques d'inférence. Or, qu'est-ce qui fait qu'on est incroyable en tant qu'humain? C'est que d'abord, il faut à peu près 14 à 18 ans pour éduquer quelqu'un. Je ne sais pas si vous imaginez, on vous donne une machine, on vous dit, écoute, Stordy, il est incroyable pour prendre des décisions incroyables et tout. Par contre, bon, 13 à 14 ans d'entraînement, hein, il est un peu lent. Et la deuxième chose, c'est qu'on est capable d'inférences qu'on ne comprend pas, en fait. Aucun modèle arrive à expliquer, qu'on appelle l'imagination, etc. Et qu'une machine n'est pas capable, tout simplement parce qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire techniquement. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, l'IA, ça résout un problème très simple, qui est une redéfinition de ce qu'est l'intelligence. Avant, quelqu'un qui jouait aux échecs avait l'air intelligent. Parce qu'on ne comprenait pas qu'en fait, jouer aux échecs, c'est mécanique. C'est simplement évaluer l'ensemble des coups possibles. Les échecs ne sont pas en fait un jeu d'intelligence, c'est un jeu de mémoire. On a dit, le Go, en fait, c'est un jeu plus compliqué. Parce que le Go, c'est un jeu dans lequel l'ensemble des possibilités change à chaque tour, donc c'est pas computationnel. C'est-à-dire que l'ensemble des coups au Go, quand on a posé une pièce, est supérieur à l'infini, donc on ne peut pas calculer ça. Ah oui, mais ça c'est vrai en théorie. Mais en pratique, qu'est-ce que AlphaGo fait? C'est qu'il réduit le champ. Ok, s'il calcule à 60 coups ou 70 coups en avance, c'est peut-être pas l'infini, mais ça suffit largement à prendre une décision. Décision incertaine, mais ce n'est pas une décision d'inférence. Et donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, on va pouvoir avoir des tableaux de bord qui nous disent « Ok, tel site internet, tu crois que ça marche bien, mais en fait, ça ne marche pas si bien que ça, parce qu'on a analysé un pattern d'utilisateur qui n'est pas visible à l'œil nu, et on a pu prendre telle décision. » Est-ce que ça veut dire que les humains seront moins vaniteux
et continueront pas à tomber dans le piège? Bien sûr que non. Et d'ailleurs, parlons des fake news, et je vais finir là-dessus. Moi, je n'en peux plus de cette histoire de fake news. Les fake news, c'est aussi vieux que l'histoire de l'humanité, les gars. Les fake news, ça commence dans le village de ma mère au Liban, qui raconte que son fils a 1 million d'employés parce qu'il a 1 million d'utilisateurs sur son site et qu'elle a rien compris. Et qui t'appelle en disant « Chérie, ça fait quand même beaucoup de fiches de paye. » Donc c'est ça les fake news. Les fake news, c'est notre incroyable envie en tant qu'humain. Il y a un moment, il faut comprendre qui on est par nature. On a envie de biais de confirmation sur des choses improbables. On a envie de nous confirmer que telle chose qui nous fait peur, bah on a bien raison d'en avoir peur. Bien sûr que si les immigrés, personne n'en veut. Je veux dire, tous les gens de gauche qui soutiennent l'immigration vivent dans des quartiers où ils n'en voient jamais. Enfin, et donc, évidemment qu'en tant qu'être humain, on est peureux, on est faible, on n'est pas rationnel, on est émotif. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'on voit un titre qui nous arrange, on dit « Ah, génial !» Facebook a donné les moyens à n'importe qui de l'exprimer. Mais ce n'est pas nouveau. Ma mère, maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Au lieu de dire ça à sa copine à Beaufarage au bout du village, elle dit ça à tout le monde sur Internet. Ma mère qui utilise Facebook, c'est un scandale. C'est une angoisse, pas possible. Mais en fait, elle est où la différence? La différence, c'est que, qu'on le veuille ou non, on ne peut plus supposer que qui que ce soit n'a pas le droit à une éducation de haut niveau. Parce que ce pouvoir qu'on a donné à tout le monde de pouvoir distribuer tout et n'importe quoi doit être contrebalancé par le pouvoir d'apprendre à tout le monde quelque chose. Et on n'est pas assez ambitieux là-dessus. Les gens se disent « Ah, moi, j'aime pas l'incertitude, j'aime pas le risque, j'aime pas les startups, j'aime pas la techno. » Alors qu'en fait, tous les jours, ils utilisent Facebook, tous les jours, ils utilisent WhatsApp et tous les jours, ils font des startups. D'ailleurs, tout le monde fait une startup parce que tout le monde finit par avoir un enfant. C'est à peu près une logique réelle. Si les enfants ne sont pas des startups, je ne sais pas ce que c'est. Il n'y a pas de business plan. Ça met longtemps à avoir un retour sur investissement. La plupart fail. Et aucune garantie de succès. Donc en fait, dans notre vie naturelle, on est fait pour prendre des risques. Et en fait, toutes ces histoires de prospective, est-ce que l'IA va changer, machin, la vérité, c'est que le monde, ça change toujours overnight. Ça ne change jamais lentement. Les changements dans le monde, Google n'existe pas, Google existe. Moi, j'ai assisté à un truc qui m'a complètement traumatisé. J'ai vu l'apparition d'Internet au Guatemala dans un village complètement paumé. J'étais en vacances avec des potes. Les mecs, on était dans une espèce d'auberge, j'ai des potes bobos, donc on va dans des trucs. Et donc, on a vu l'installation de l'antenne 3G, et j'ai littéralement vu pendant la semaine le village changer. Littéralement. Les femmes qui, par exemple, pouvaient lire sur Internet que ce que les maris leur racontaient à propos des MST, etc., était complètement fake. J'ai vu des gens qui, d'un seul coup, pouvaient regarder le prix auquel on achetait leur blé et leur machin, et qui disaient « Non, mais attends, tu me l'as fait... » Non, regarde le prix sur le marché à Chicago. Et en fait, ces changements, les gens n'arrêtent pas de dire « Ah, le changement, ça va trop vite. » Le drame, c'est pas ça. Le drame, c'est que le changement, ça arrive overnight, et ensuite, c'est hyper long à se diffuser. Mais les changements, ils sont toujours binaires. Le jour où l'IA apparaîtra, on s'adaptera tous, instantanément. Parce qu'on est fait pour ça. Et on ne se rend pas compte. Récemment, j'avais vu une photo de la première inauguration d'Obama en 2004. Personne n'a de smartphone. Tout le monde écoute le discours. En 2008, tout le monde prend une photo, plus personne n'écoute le discours. Ce genre de changement, il n'a pas pris 20 ans. Hein. C'est overnight. D'un seul coup, tout le monde devient un photographe. Pourquoi? Je veux dire, essayez de vous rappeler ce que vous pensiez. Imaginez qu'on se parle il y a 10 ans. Et je vous dis, il y a une révolution qui arrive. Il y a un truc qui s'appelle Instagram. Tout le monde va se prendre pour un photographe et passer son temps à photographier des trucs futiles. Et les gens vont venir passer des heures à regarder ça. Ça va poser un problème de société parce qu'on va diffuser trop d'infos futiles et tout le monde va perdre son temps à ça. Tu m'en donnes? Et en fait, pareil, imaginez, vous parlez avec un mec une semaine avant l'apparition de Wikipédia. Ouais, il y a une encyclopédie, il y a des milliers de mecs à travers le monde, ils vont écrire des articles sur tous les sujets, avec énormément de précision, et sera plus fiable que l'encyclopédie Britannica. Gratos. Et c'est pour ça que la prospective, c'est débile. Parce que c'est inimaginable. Vous pouvez être le mec le plus smart du monde. On vous raconte ça, vous êtes légitimement en droit d'être sceptique. Hein.
C'est légitime, parce que ça ne veut rien dire. Les choses existent quand elles existent. Et quand elles existent, on s'adapte. Aujourd'hui, on utilise tous Wikipédia et tous les enfants pompent Wikipédia pour faire leurs exposés. Les enfants, ils n'ont pas besoin de plus de 24 heures pour s'adapter à Wikipédia. Il n'y a pas besoin de formation Wikipédia, etc. Et donc, finalement, la seule chose qu'on peut souhaiter, c'est que le changement arrive plus vite. J'espère qu'une IA arrivera et nous mettra tous au chômage et on pourra enjoy des trucs incroyables. En plus, on est la France, on est en avance sur le reste du monde là-dessus. Je veux dire, on est dans un pays où si on dit à tout le monde, il n'y a plus besoin de travailler, on est tous, en fait, moi, on me dit, attends, il y a un truc, ça fait tout ton boulot à The Family et tu arrêtes de faire des trucs. Mais putain, mais c'est le meilleur jour de ma vie. Je vais enfin pouvoir réaliser mon rêve et écrire le roman que je n'ai jamais écrit. Bonne journée, au revoir. Merci beaucoup.